Alors, je présente, Mme Liliane Rachidi, qui est professeure-chercheur à l'UQAM, dans le fond, à l'École de travail social, et sa collaboratrice, Mme Adjira Balkadev, merci, qui est présidente de l'association musulmane au Québec. Alors aujourd'hui, ils vont vous présenter, comme le titre le dit, Mort et deuil en concept migratoire, savoir les défis pour les praticiens. Alors je vous laisse la parole, mesdames. Bonne conférence à vous. Merci beaucoup. On a rencontré 14 personnes qui ont vécu un décès au pays d'origine, 5 au pays d'accueil ici au Québec, 2 ailleurs dans le monde. Au total, une vingtaine, 21, 11 hommes et 10 femmes. Ces personnes avaient vécu un décès entre 1 et 5 ans. Il y en avait 11 dans cette situation-là. Plus de 54, entre 6 et 12 mois 4, moins de 6 mois 2. Donc il y a quand même des deuils récents là-dedans. Donc, discours des personnes concernées, les endeuillés, qui ont vécu la mort ici ou ailleurs. Ensuite, ce qu'on a appelé les informateurs clés, qui sont essentiellement des leaders associatifs, des représentants, entre guillemets, religieux. On a rencontré 3 religions, hein, j'ai oublié de le dire, dans l'échantillon chrétien, musulman, hindou. Là, il y a quelque chose qui a bougé avec la diapo. Et une maison funéraire, 14 personnes ont été rencontrées, 11 hommes et 3 femmes. Ça va pour l'échantillon? Un petit échantillon, mais vraiment, on pense que les résultats sont très représentatifs des expériences vécues par les immigrants ici. Ce qu'il faut savoir pour mieux accompagner, en 3 points, comme je l'ai dit tantôt, la perte d'un être cher ici ou ailleurs dans le monde, c'est un processus complexe et il y a vraiment des barrières réelles, concrètes, on va les voir. L'importance des réseaux, donc malgré cette épreuve du deuil, il y a vraiment une vitalité forte au niveau des réseaux, des communautés, les gens se mobilisent dans l'épreuve du deuil pour aider, pour accompagner les endeuillés. Et enfin, la place fondamentale des rituels, et on va le voir, c'est tellement fondamental que les immigrants sont prêts à s'adapter pourvu qu'on respecte certains rituels. Alors, on y va avec le premier point. Pourquoi c'est un processus complexe? Vous avez des extraits. Qu'est-ce qu'on voit dans cet extrait, hein? Ce qui traverse, c'est vraiment la culpabilité forte, hein, de ne pas avoir été là, d'être à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un dénominateur commun. Quand la mort, elle se passe à l'extérieur, on a dit dans le titre du livre, c'est la mort frappe. C'est vraiment ce sentiment-là d'avoir été frappé par la mort. Quand ça se passe ailleurs, ça vient vraiment réveiller une certaine forme de culpabilité. Dans cet extrait-ci, je vous laisse le lire intérieurement. Ce qu'on voit, c'est que le défi donc, de la culpabilité de ne pas avoir été là, de ne pas avoir été présent, s'ajoute aussi le défi de s'intégrer à la société d'accueil. Parce que quand on est migrant, il y a tout un processus d'adaptation, vous le connaissez, hein, l'apprentissage de la nouvelle langue, le contact avec la nouvelle culture, chercher un emploi, etc. Donc là, c'est des défis supplémentaires qui vont s'ajouter à l'épreuve du deuil. Là, vous voyez, on commence à voir comment il y a des particularités pour les immigrants. Dans le deuil, la douleur, la souffrance est universelle, mais pour les immigrants, on voit déjà qu'il y a la culpabilité qui vient s'accumuler, et il y a tous les défis reliés à l'adaptation dans la société d'accueil. Donc, en somme, les barrières réelles et symboliques quand la mort se produit, puis Rajila pourra vous le dire par rapport à ce point-ci, comment il y a une méconnaissance du côté des immigrants, du contexte de droit ici. Qu'est-ce qui se passe quand on perd quelqu'un? Quelles sont les démarches très concrètes qu'on doit faire? Après, en termes de lieu de sépulture, comment on procède? C'est des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. L'association de la sépulture musulmane, ils font une vague de consultation et d'information de la communauté sur ce point-là, parce qu'on voit vraiment que là, il y a une méconnaissance, voire une ignorance. Beaucoup de travail. Méconnaissance des ressources ou des façons de faire dans le contexte local. On ne sait pas du tout qui on doit contacter, à quel service on doit s'adresser quand on perd quelqu'un. Ici, hein, dans la société d'accueil. Présence-absence du réseau de soutien, même si j'ai dit tantôt qu'il y avait vraiment un réseau de solidarité qui se mettait en place, quand même, très concrètement, on n'a pas nécessairement toute la famille qui est présente quand on perd quelqu'un. Donc ça, c'est quand même un aspect qui est important. L'adaptation des pratiques rituelles funéraires et contexte de la société d'accueil. Les immigrants n'ont pas le choix d'adapter leurs rituels funéraires parce que le contexte de droit de la société d'accueil a été pensé dans, comment dire, avec des référents judéo-chrétiens. On n'a pas pensé que cette immigration-là qui arrivait, elle allait mourir aussi ici en terre d'accueil. Des problèmes de déplacement. Quand la mort se passe ailleurs, souvent les gens sont pris avec des formalités administratives. Ceux qui sont réfugiés, on oublie ça, ils ne peuvent pas retourner au pays d'origine quand la mort se passe au pays d'origine. La famille est dispersée dans le monde. Maintenant, on n'a plus, si vous voulez, le schéma où avant on avait les immigrants pays d'origine, pays d'accueil. Maintenant, on a vraiment pays d'accueil et des diasporas familiales. Alors, quand quelqu'un meurt
en Australie, c'est la famille aux États-Unis qui se mobilise, il y a une chaîne téléphonique où les gens s'informent, au Québec, en Belgique, peu importe, en Suisse. Donc c'est une autre réalité, c'est ça les réseaux transnationaux, la famille est vraiment dispersée dans le monde. Et la présence aux funérailles, la place et le sens des pratiques rituelles funéraires, ça c'est vraiment un aspect qui est fragile parce que les gens ne peuvent pas nécessairement donc se déplacer. Puis on va le voir dans des extraits tantôt, ça pose vraiment des entraves au processus de deuil. Puis dans la littérature, on le sait, quand on ne voit pas le corps mort, ça peut poser problème dans le processus de deuil, même aller vers un deuil pathologique, entre guillemets. Ça va? Ok. Ça c'était les réseaux maintenant. Je vais vous mettre les deux extraits. Vous voyez, on le voit ici, il y a une entraide, des solidarités qui se mettent en place. Les solidarités, c'est dans la communauté, mais c'est aussi des institutions, des organismes. Dans cet extrait ici, on le voit. Le temple ou le lieu de culte est également un espace précieux dans ces temps difficiles. Ishok, un endeuillé indien, le souligne. Because unto temples not everything they're used to, so anybody who has a difficulty or something, or person dies or something, situation, they call the temple. Donc là, on voit que le temple, c'est vraiment l'intermédiaire, l'interface entre sa communauté, les hindous ici, et la société d'accueil. Eux autres, ils ont l'information. Un peu ce que l'association de la sépulture musulmane fait aussi. Ils sont vraiment en interface. On va avoir comme des médiateurs en fait interculturels. Donc on mobilise le temple. Ici, c'est Malika, une informatrice clé musulmane. Nous, on le fait même si on manque d'effectifs, on manque de fonds dans notre tradition. Je ne pense pas seulement que c'est la tradition musulmane. Dans la tradition humaine, quand il y a un défunt, il n'y a pas la tête à faire son ménage, son repas tout le quotidien. Donc on appelle, on prépare la nourriture, on fait le ménage. Une aide très concrète là est dans l'ici et maintenant. Eux autres, c'est vraiment des alliés, des accompagnateurs dans le processus de deuil. La place fondamentale, je ne vais pas trop vite, parce que j'ai un débit, je le sais. Là, parce que je sais que je suis pris par le temps aussi. La place fondamentale des rituels, d'abord, ce n'est pas une nouveauté puis une spécificité au Québec et aux immigrants. Il y a plein d'auteurs qui ont abordé l'importance des rituels, surtout les rituels funéraires dans l'événement de la mort. J'ai mis l'extrait ici dans le bulletin synthèse, ce bulletin qui est téléchargeable gratuitement dans ma page web à Lucas. Vous l'avez, ces références-là, Louis-Vincent Thomas, qui est le dinosaure qui a travaillé sur les rites et la mort. C'est vraiment le dinosaure. Donc, selon les cultures et les traditions, donc, il y a vraiment des traitements du cadavre, des croyances autour du soin du cadavre qui sont très significatives, si vous voulez, dans l'avenir de la dépouille. Puis l'avenir, j'entends toute la vie post-mortem. C'est pas moi qui le dis toute seule, là, il y a plein d'auteurs qui le disent, et puis eux autres, c'est un extrait qui illustre ça de manière éloquente. Ce qu'on a vu, nous, ici, c'est que cet enjeu du sort, du mort et des vivants, ça invite les endeuillés qu'on a interrogés ici au Québec à faire preuve de créativité dans l'application des pratiques rituelles funéraires ici. C'est tellement important qu'on est prêt, vous allez voir tantôt avec le tableau, à bricoler. Il faut absolument que tel aspect du rituel ou de nos croyances soit respecté. Alors on va tout faire, on va inventer, on va créer, on va négocier pour que la société d'accueil, dans son cadre de droit et juridique, accepte et accorde qu'on fasse tel ou tel rituel, qu'on pratique tel ou tel rituel. Donc ce que ça met en évidence, c'est que ces rituels-là, ne perdez pas de vue, en plus du contexte judéo-chrétien de la société d'accueil, qu'on a une tendance mondiale, en tout cas en Occident, à déritualiser, une déreligiosité, à privatiser tout ce qui est autour des funérailles. Hein. Maintenant, on le voit, on peut avoir des funérailles à la carte. Hein. Puis justement, les entreprises funéraires comme Magnus Poirier, Alfred Dallaire, ils embarquent là-dedans. Hein. C'est ça, Urgel Bourget aussi. Donc, ils embarquent dans cette tendance à la privatisation des funéraires. Donc, dans ce contexte-là, on a des immigrants qui nous disent « Non, 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 pour nous, c'est super important, les rituels funéraires. » Malgré avec cette tendance, et ce qu'on a vu dans la façon où les gens ont raconté le deuil, la mort, qu'est-ce qui les a aidés dans le processus de deuil, qu'est-ce qui au contraire a été plus source d'obstacles et de défis, on a mis en évidence la fonction consolatrice et réparatrice des rituels. Donc quand on accompagne, sans être psychologue, même travailleurs sociaux, quand on a en tête le fait que ces rituels sont fondamentaux parce qu'ils vont avoir une fonction aidante pour l'endeuillé, on va regarder d'une manière différente les pratiques rituelles funéraires. C'est pas que du religieux pour être du religieux, il y a vraiment un impact direct
sur la façon dont on va vivre son deuil, comment on va être supporté dans le deuil. Continue. Alors au cœur de ces enjeux, on a par exemple, comme tantôt avec le temple, les maisons funéraires qui deviennent vraiment des interfaces entre les pratiques qui sont autorisées par la société d'accueil, parce qu'eux, ils ont la connaissance, hein. Souvent c'est des Québécois aussi qui y travaillent, eux ils ont toute la connaissance du cadre législatif, juridique de la société d'accueil et des besoins et des demandes que les immigrants adressent. Alors, finalement, ce qu'on a mis en évidence, nous, c'est vraiment des immigrants, comme je l'ai dit tantôt, qui s'inscrivent dans un processus d'adaptation, qui sont prêts, qui ont plusieurs attitudes face aux rituels funéraires, face au besoin de faire respecter leurs rituels funéraires. On a mis en évidence des figures d'immigrants endeuillés. Il y a toujours des limites à un tableau, à une schématisation. Okay, il n'est pas parfait ce tableau-là, mais ça prend des schématisations comme ça, des fois pour avancer dans la réflexion. Alors il y a des limites à ce tableau. On a 3 figures d'immigrants endeuillés. On a mis en évidence cet immigrant endeuillé, quelle attitude il a par rapport aux pratiques funéraires, puis les enjeux par rapport à la société d'accueil. Vous allez voir que c'est là la justice sociale, elle ne se pose pas à peu près. On a l'immigrant endeuillé assimilé, l'immigrant endeuillé négociateur, on l'a vraiment mis entre guillemets, on est prudent, immigrant endeuillé qui est plus critique. L'immigrant endeuillé assimilé, quelle est son attitude par rapport aux pratiques rituelles funéraires? Pour chaque cas d'immigrant, pour chaque figure d'immigrant, je vais avoir des extraits très concrets qui vont vous permettre de saisir finalement, très concrètement, c'est quoi les attitudes de ces figures-là. L'immigrant endeuillé, qui finalement, lui, il est dans un processus d'assimilation comme n'importe quel immigrant. Il est prêt à faire des adaptations en continuité avec la société d'accueil. Ok, moi j'ai mes rituels funéraires, la société d'accueil ne m'autorise pas à faire ceci, cela, c'est pas grave, je vais, entre guillemets, épouser les rituels funéraires de la société d'accueil. Je vais aller dans la tendance de la société d'accueil. L'enjeu pour l'immigrant et pour la société d'accueil, il n'y en a pas vraiment. Dans le jeu, tout se passe bien, on adopte la plupart des pratiques et des fois, on va même profiter du contexte de la société d'accueil pour mettre en place des rituels funéraires qui ne seraient même pas autorisés dans ma religion. Vous voyez, donc un certain opportunisme ici. Mais là, ça ne brasse pas beaucoup ici, tout va bien. L'immigrant endeuillé qui est négociateur, alors lui, il met vraiment en place des adaptations métissées, puis là, on voit vraiment ce qu'on a appelé les bricolages interculturels, on voit vraiment comment c'est vraiment un processus de négociation où il y a des conflits, des intérêts, mais il y a aussi des possibilités de se rapprocher interculturellement, il y a la possibilité de la rencontre interculturelle et des transformations. C'est vraiment des processus de métissage. Cet immigrant-là, qui est plus dans la négociation, lui, il va négocier les pratiques dans le contexte de la société d'accueil. L'association de la sépulture musulmane s'inscrit un peu là-dedans, on va le voir tantôt. Il y a l'importance de respecter des rituels funéraires, d'avoir un terrain confessionnel propre à la confession, aux personnes de confession musulmane. Mais si on prend l'idée du carré, il y a une négociation par rapport à la société d'accueil, parce qu'un carré, on peut le mettre dans un terrain multiconfessionnel. Elle va bien vous illustrer tout ça, Rajila, tout à l'heure. L'immigrant endeuillé critique, alors lui, c'est celui qui va le plus confronter la société d'accueil. Cet immigrant-là, il dit, ok, moi je veux bien faire ma part pour m'adapter, mais la société d'accueil, structurellement, juridiquement, vous avez aussi des devoirs à faire, parce que vous avez accueilli ces immigrants-là, que vous avez pensé qu'au vivre ensemble et pas au mourir ensemble, nous, on vous confronte avec nos pratiques, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? C'est ça la culturation normalement, hein. Un processus, même interculturel, les deux acteurs se transforment. La société d'accueil, il ne s'agit pas de faire la révolution, la société d'accueil, elle va transformer ses règlements pour s'ouvrir à cette diversité religieuse-là, et l'immigrant, de son côté aussi, il va faire des efforts pour adapter ses pratiques rituelles funéraires. Mais il tient quand même à des choses fondamentales qu'il n'est pas prêt à laisser. Celui-là, il est vraiment plus, c'est sa critique. Donc, les adaptations sont contraintes et il y a des renoncements à faire. Donc, lui, ce qu'il va dire, moi, je préfère maintenir des pratiques de mon pays d'origine, de ma religion, et j'exige leur acceptation dans la société d'accueil. Celui-là est beaucoup plus militant. La justice sociale, je dirais, l'enjeu, il est vraiment au cœur de ces deux figures-là, parce que là, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de revendication, on est assimilé, on s'adapte, on ne conteste pas.
Mais ici, on a vraiment... Oui, on peut m'interrompre, moi, pendant la présentation, j'ai pas de problème. Vas-y. Vous alliez peut-être y venir, mais quelle figure avez-vous le plus rencontré dans la réalisation de cette étude-là? Alors, c'est une bonne question, puis la réponse est je peux pas répondre, parce que l'idée de schématiser, puis de faire... de présenter sous forme de figure type, c'est ça, c'est ça. Puis justement, l'idée, c'est de ne pas aller aussi culturaliser certaines religions, c'est-à-dire de dire, bah, les musulmans, ils se trouvent plus ici, ou les hindous, parce que c'est ça l'idée, c'est l'effet pervers des schémas, c'est vraiment ça aussi, mais c'est aussi ce qui nous protège de faire ces glissements. Puis je sais que votre question, elle n'était pas dans ce sens-là, mais ça nous protège de faire ces glissements-là, de trop caractériser les figures qui sont ressorties, puis de trop associer à des cultures ou à des religions. Je dirais que ça se balade. Hein. Comme immigrant musulman, je peux tout à fait au début être là. J'arrive ici, je suis là depuis 2 ans, je perds quelqu'un, je suis dans ce scénario-là. Puis, rendu à 10 ans dans la société d'accueil, ben moi je ne veux plus rien savoir et je suis dans cette catégorie-là. Donc c'est ça, on peut se balader aussi. Pour certains aspects des rites, j'imagine, un immigrant peut plus être exact, dans l'assimilation alors que pour une autre. Et voilà, exactement, tout à fait. Tout à fait, exactement. Par exemple, pour l'emploi mortuaire, pour les musulmans, il y a vraiment des musulmans qui tiennent fondamentalement à cette pratique-là, liée au corps, aux soins du cadavre. Puis, voilà, du linceul aussi. Puis, je ne sais pas si ça se présente dans ton association, mais moi je l'ai entendu, ces personnes-là, ces mêmes musulmans, au niveau de l'enterrement, ne vont pas exiger qu'ils soient dans un carré. Ça ne leur pose pas de problème d'être dans un terrain multiconfessionnel. D'ailleurs, ça a dû se poser au Québec au début, quand les personnes musulmanes ont commencé à être enterrées au Québec, il y a dû avoir ces enjeux-là, ces questionnements-là. On est en train de faire une recherche en ce moment. Rajila est partenaire aussi avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, où on essaie de retracer l'historique autour des lieux de sépulture pour les musulmans. C'est très dur d'avoir des... Oui, mais pour venir à cette idée, il y a des personnes qui sont enterrées avec d'autres confessions. Une tombe de confession musulmane avec une tombe de confession chrétienne ou juive. On a même mis ça sur Internet avec des photos. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Alors là, c'est comme une obligation. Une obligation. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. La personne auquel je pense, il y a vraiment pas... Mais il faut savoir une chose aussi, Liliane, c'est important. C'est pas... Il y a aussi les autres qui n'aiment pas... Le regard de la communauté, entre guillemets, parce que la communauté, on est hyper hétérogène et voilà. diverse. Même le cimetière d'autres confessions, ils ne sont pas très à l'aise d'avoir d'autres confessions avec eux. Ok, vous voyez, il y a des enjeux. Hein. Puis je dirais, en lien avec la justice sociale aussi, de ne pas stigmatiser, trop catégoriser, c'est justement d'avoir cette préoccupation de justice sociale et de ne pas effacer toutes les aspérités dans les cas. Parce qu'on a tendance à homogénéiser. Depuis les attentats de la mosquée, on va y venir à Québec, on parle de la communauté musulmane comme si elle existait, c'était une entité qui existait à part entière, homogène, alors que, vous allez voir là, Radja va vous dire, là, c'est une diversité très très riche, mais en même temps qui pose beaucoup des enjeux autour des lieux de sépulture. Oui. Juste une petite question, ceci comme ça, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une idée de c'est quoi la réaction des assimilés face à la réaction des critiques? Par rapport à ceux qui s'assimilent, oui. Comme l'a dit Rajila, en tout cas pour le cas, puis je pense qu'il y a l'extrait là, on a le cas d'une femme d'ex-Yougoslavie, je pense que c'est Serbie, musulmane, qui a choisi, musulmane donc en région, qui a choisi d'incinérer sa fille, ce qui est interdit normalement, qui est proscrit par la religion musulmane. Et elle dit ça, donc elle remercie, je pense que je l'ai laissé, elle remercie le Québec de lui avoir donné cette opportunité-là, parce que dans la trajectoire de cette femme-là, elle a déjà perdu 2 enfants en Serbie, qui sont enterrés en Serbie. Là, elle est au Québec, elle dit maintenant, l'urne est là, elle est à la maison, mon enfant, ma fille, elle sera toujours avec moi. Donc il y a vraiment même un contentement, le fait qu'on ait pu se saisir de cette opportunité-là grâce aux lois et règlements de la société d'accueil. C'est intéressant, hein? Ça va pour le... Donc là-dedans, c'est que des bricolages interculturels. Puis quand on dit bricolage interculturel, c'est vraiment l'idée qu'il y ait le mouvement des deux bords, société d'accueil et immigrants endeuillés. Alors vous allez voir, pour chacun, il y a des extraits. Ben, je pense que c'est elle, la voilà.
Elle m'a bien expliqué toute la démarche, mais le plus important, je pouvais garder l'urne chez moi. Donc elle est là, c'est cette femme-là d'ex-Yougoslavie. Puis la communauté, comme elle a dit Hadjira, beaucoup de gens de la communauté disaient, surtout les musulmans, ils me disaient ça se fait pas, c'est pas notre rituel, c'est pas normal. Pour moi, c'était le soleil dans toute cette obscurité. Au contraire, dans le processus de deuil, cette femme-là, c'est pas rien de dire que c'est le soleil, le fait d'avoir pu appliquer ce rituel-là.